Vinça Monadé est reparti ainsi que Patrick Sauze. Donc nous avons parmi nous Yvan Lasserre et Jean-Michel Courade, donc, qui sont deux des artistes de ce projet que nous avons intitulé Genèse de la forme. Je pense que je vais vous laisser entamer une petite présentation de votre travail. Je voulais juste très très brièvement amorcer le questionnement autour de la dissociation qu'on fait souvent entre le terme d'art et le terme de géométrie, en précisant que, a priori, entre l'art et la géométrie, il y a un fossé, il y a un gouffre, il y a même un trou noir, et c'est précisément dans ce trou noir qu'il faut s'engouffrer de manière à pouvoir percevoir un petit peu différemment justement ce rapport on ne peut plus sismique qu'il y a et qu'il y a toujours eu entre art et géométrie. Ça, éventuellement, on en reparlera après. Donc, je ne sais pas, vous de vous arranger pour savoir qui commence. Je n'ai pas besoin de micro, je pense. Non, ça ira. Ben, je vais commencer par me présenter. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Donc, je m'appelle Yvan Lasserre. J'ai des diplômes en art à l'Université d'art plastique de Bordeaux. Puis ensuite, je suis parti au Canada compléter à Montréal une maîtrise en art visuel et médiatique. Et j'en parlais tout à l'heure à un de vos collègues. Ça n'est pas à l'université que j'ai appris à peindre. L'université ou les études d'art sont comme un espace finalement où on a du temps, on acquiert une culture, et en fait le métier d'artiste s'apprend par la suite au contact d'autres artistes. Donc moi j'ai travaillé beaucoup pour des sculpteurs au Canada pour des projets d'art public, assisté et suivi des protocoles de travail assez complets en fait, de la conception à la réalisation et à l'installation des œuvres. Et je dois dire que ça m'a beaucoup nourri. J'ai été nourri aussi, bien sûr, en vivant 15 ans là-bas par la culture d'art minimal nord-américaine, qui était déjà une sorte de recherche chez moi, mais qui ne disait pas son nom, en fait. Donc c'est vraiment au contact de cette culture-là que j'ai pu donner lieu et aboutir les œuvres que je présente aujourd'hui, donc qui sont des séries. Donc il y a des extraits de 2 séries qui ont été réalisées en 2018 et 2021. Autour de l'idée donc du monochrome, autour de l'idée de réunir des aspects géométriques avec des aspects beaucoup plus beaucoup plus aléatoires. Je pense que c'est le trou noir dont tu parlais. C'est finalement essayer de réunir 2 choses qu'on ne voit pas vivre ensemble finalement. Donc les 2 séries s'attachent à ça. La première, chronologiquement, c'est celle des petits formats qui est derrière là, qui sont des monochromes purs. La deuxième qu'on voit ici, sur les moyens formats là, de dégradés, et a évidemment trouvé sa source dans la première, puisqu'il y a un jeu de couleurs en fait, qu'on voit dans la première ici, qui sont des couleurs que j'appelle des non-couleurs, qui sont une suite de gris colorés. Que je fabrique sur ma palette, et à l'issue d'un tableau des petits formats qui sont derrière, le reste de la couleur qui était sur ma palette rentrait dans la composition de la couleur du tableau suivant. Donc il y a comme une espèce de chaîne invisible là, d'idées d'autosuffisance et de minimalisme qui s'est mise en place. Ce qui a donné lieu à cette série, c'était l'idée que la couleur se dégrade en fait. Dégradée au sens d'altération, au sens de changement. Pas de dégradé de soleil couchant, mais au sens d'altération. Donc en fait, ça a donné lieu à cette série, où là je commence la toile avec une couleur, par en haut, par en bas, et petit à petit je l'altère pour retomber à la fin sur une autre couleur en fait. Donc je vais laisser la parole à mon collègue. On peut te poser une ou 2 questions. Allez-y, oui. De plus, nous semble-t-il intéressantes. Donc on parle des œuvres qui sont ici et sur notre mur. À ta monochromie, tu associes aussi un signe un peu proliférant qui est quand même assez marquant. Ouais.
De l'autre côté, tu associes aussi un travail au cordeau. Ouais. Tu travailles d'une certaine manière avec tes châssis, c'est toi qui les fabriques. Tout à fait. Il y a l'idée du métier, Ouais. voire même du métier d'art qui ne te froisse pas, au sens où tu vas vers la réalisation d'un objet que tu qualifies de recherche de la fabrication d'un bel objet, c'est-à-dire au sens où souvent on met de côté cette notion, on sait trop pour quelle raison, que la notion d'artisanat d'art aurait perdu une certaine noblesse par rapport à la notion d'objet d'art en soi telle qu'on l'a redéfinie. Or, chez toi, il y a quand même une volonté de s'attacher à la notion de métier. Tout à fait. Et cette notion de métier, on va la retrouver aussi sur le support lui-même. Oui, tout à fait. Donc, on en reparlera après, hein, parce que quand on a évoqué cette notion de trou noir, chez toi, il y a aussi quand même, me semble-t-il, tu parles dans la présentation de ton travail, bon, tu fais des références à l'histoire de l'art, tu fais des références à la science, mais il y a aussi une dichotomie qui est forte entre un rapport à l'objet bien fait d'une certaine manière, hein, qui renvoie assez loin, et le fait que tu vas y mettre aussi une certaine poétique. Il y a quand même une poétique qui est très forte dans ton travail, qui n'est pas absente de ça, y compris dans tes titres. Tout à fait. Hein, je ne sais pas si vous avez lu les titres, ils sont aussi symptomatiques de quelque chose. Peut-être qu'on verra après si les personnes ont des questions à te poser. Ouais, tout à fait. À la fois, il y a quelque chose qui relève de la forge, au sens alchimique du terme, tu fabriques, tu transformes tes matériaux, et en même temps, on voit bien par quel réseau de références tu passes. En fait, c'est l'idée vraiment d'avoir cet objet qu'on voit accroché au mur, qui est une interface entre le monde réel et la vie intérieure. C'est-à-dire que, oui, on peut parler de choses de l'ordre de la forge, dans le sens où je fabrique. Il y a une espèce de fétichisme pour cet objet qui est le tableau. Moi, toute mon enfance, j'ai vu des églises romanes peintes, des fresques, et j'ai une fascination pour ce qui a pu passer les siècles, et les artistes anonymes, les choses qui restent. Donc il y a cette espèce de fascination pour l'objet. Et dans l'objet, il se passe effectivement cette espèce de canal vers l'inconscient, vers la peinture abstraite est un vase énorme dans lequel on peut avoir une vie intérieure totale en fait. Donc il y a cet aspect à la fois matériel et on pourrait dire spirituel. Tu parles, il y a un côté iconique, et même un côté un peu magique dans ton rapport entre guillemets, parce que tu réfutes le mot, l'apparition d'une nouvelle image qui vient se juxtaposer avec un univers où les images, nous, on est abreuvés d'images au quotidien, des images qui sont quand même plutôt en surface. On n'a pas rentré plus à l'idolâtrie du sujet, alors que tu renvoies ici à quelque chose qui est plus enfoui. Donc, moi, je trouve que le terme d'icône un peu magique, tout à fait, est fait de main d'homme, quoi, puisqu'il y a ce côté très artisanal, entre guillemets, qui est pour le coup pas du tout péjoratif. Mais il y a l'idée d'utiliser des matériaux simples pour donner lieu à des objets de haute définition. Et ça, c'est mon défi technique. C'est ça que j'aime faire, en fait. Et on parlait de foisonnement d'images et de choses comme ça. J'aime voir ces tableaux comme des silences, en fait. Après, c'est stupéfiant si vous êtes penché vraiment en fonction de la variation lumineuse. C'est aussi ça qui est assez stupéfiant. C'est qu'il y a une lumière extrêmement particulière. Quand on les a découverts, en fonction de l'endroit où on les met, en plus, pardon, on a oublié de préciser que tu travailles à l'huile. Il y a aussi ce séchage lent, cette inscription dans le temps. Donc, en une seule couche. Donc c'est une seule couche, ça passe ou ça casse. Il faut que le truc arrive dans le temps où le tableau est fait. Si ça n'arrive pas, la mission n'est pas remplie. Donc on recommence. Voilà, je ne peux pas vous dire sur quels critères, parce qu'il y a quand même une grande part d'improvisation aussi, même s'il y a une idée générale préconçue avant de commencer le tableau. Le cours des événements de la fabrication du tableau font que ça peut changer en cours de route et s'annuler. Denise? Je suis contente d'apprendre. Non, c'est pas grave. Le micro. Non, mais le micro. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière. Oui, donc, c'est mieux. Vous m'entendez? Il ne marche pas.
Non, non, c'est pas la peine. Non, mais branche-le. Non, je suis contente que vous ayez Il faut le... que vous fabriquiez. Attends, Denise, ici, là, les Oui, personnes ils vont pas entendre. Ici, alors. Il faut peut-être le tenir Non, autrement. mais il faut l'allumer et le tenir. Non. Non. Vous m'entendez? Oui, parce que là-bas, il va pas t'entendre. Là, vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui, je suis contente que vous ayez dit que vous faites tout, le châssis et tout. Parce que le châssis et la toile fait partie de votre œuvre. Quand on s'approche de châssis, on voit, ce n'est pas du tout un châssis ordinaire. Il y a des petits points, ce qui fait cette couleur, hein, et cette tension. Et en plus de ça, j'ai appris que vous mettiez vous peignez à l'huile. Oui. Vous vous rendez compte de la difficulté qu'il peut y avoir d'obtenir ceci avec de l'huile. Voilà. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vous mettez des vides là où on voit le châssis. Ouais. Il fait partie, et la toile fait partie de votre création, tout à fait, de votre tableau. Ouais. Et ça, c'est... Je n'ai jamais vu ça. Je vous félicite. Merci. Merci. Ah oui, je vous veux. Hein. Okay. Oui, je devais arrêter en 2027, mais je vous veux. Voilà. Pour rebondir là-dessus, vous m'avez perturbé. Oui. Pour rebondir là-dessus, je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc, voilà. Non. De toute façon, vous prêchiez une convaincue parce que vous le savez très bien, ceux qui me connaissent, que je suis passée au point de vue art de l'expressionnisme abstrait américain, Jackson Pollock. Vous parlez du Canada. Évidemment, j'étais une admiratrice de Riopelle, hein, de tout ça. Et puis, évidemment, avec la vieillesse, les cheveux blancs, je me suis calmée un petit peu et je suis, vous le savez, dans le monochrome. Évidemment, votre travail m'interpelle. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que vous faites tout. Et on voit dans ce qui n'est pas peinture, parce qu'on a intérêt, on regarde d'abord le bleu pâle, etc. Mais on oublie votre cadre. C'est une œuvre d'art, votre cadre. Tout à fait. En fait, moi, j'ai besoin de cette épaisseur du cadre. Je ne pourrais pas. Ces peintures ne seraient pas ce qu'elles sont sur un cadre du commerce. Oui. J'ai besoin de le fabriquer, qu'il ait cette épaisseur-là. Il fait partie intégrante du processus. Et l'idée, c'est même presque de me mettre en retrait pour que les matériaux expriment leur propre noblesse, en fait. Parce que vous utilisez de la toile de lin, sûrement? C'est du coton. Du coton? Ouais. Ah, c'est encore plus... C'est du coton. Je me suis essayé avec le lin, je trouve qu'il y a trop de force déjà dans la teinte. Pour arriver, donc... Et vous ne passez rien sur votre toile coton? Je passe une couche de mélange de colle blanche avec de l'eau qui n'altère ni la teinte ni la texture de la toile. Donc en fait, c'est pratiquement comme s'il n'y avait rien, mais ça crée quand même une surface où la peinture peut venir s'ancrer facilement. Oui, ça évite évidemment qu'avec le temps, ça jaunisse. Oui, ça stabilise quand même le support. Ça stabilise. Mais c'est le minimum en fait. Voilà, ça fait que le temps ne fait pas le tableau, mais c'est vous qui avez fait le tableau. C'est ça qui est extraordinaire. Techniquement, c'est fabuleux. Félicitations. Merci. Ça va pas être si long. Alors, je parle. Je pense qu'il faut le tenir plus comme ça. Près du menton. Comme ça. Là? Oui. Ouais. Là, c'est bon? Oui. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé dans vos peintures, alors d'abord, je trouve que c'est un travail extrêmement subtil, effectivement. Et j'ai été très frappée par cette ligne que vous avez sur plusieurs tableaux. J'ai vu d'abord l'affiche, je ne suis pas venue,
mais j'ai découvert sur l'affiche, et cette ligne qui semble, à un moment, elle est très apparente, et puis après, elle disparaît dans l'intérieur. Justement, elle dit quelque chose de ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a quelque chose de très profond qui se passe sur cette toile par rapport sûrement au peintre, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça très très intéressant. Ben, c'est une surface dans laquelle je suis le premier à pouvoir me perdre, puisque je lui donne vie en fait. Et c'est l'apparition de ces lignes, il y a comme l'envie aussi de voir, de risquer le coup, quoi. Une fois que le bel aplat est fini, est-ce que ça va passer ou ça va casser? Il y a l'idée de ce vertige-là aussi, en fait. De ne pas rester souffler après avoir fait son aplat et puis d'être content et de rentrer chez soi. Il y a l'idée de remettre ça un peu en jeu, quoi. Je remets mes billes en jeu, je passe par-dessus avec un geste, on ne sait pas trop où va la ligne, et puis, comme vous avez vu, donc, je m'amuse à inverser le dégradé sur la ligne par rapport à celui de l'aplat. Donc là, c'est une question de mesure aussi, parce que ça se fait vraiment dans l'instant. La ligne est faite en 3-4 minutes, quoi. Donc tout ça, c'est un espèce d'instant live que je me crée dans l'atelier pour finalement créer du défi, en fait. C'est le grand risque. C'est le grand risque. Alors en fait, cette ligne, elle vient après, elle n'est pas creusée dans... Elle vient après. Oui, oui. Ah, bah, elle vient avec le risque oui. de gâcher l'aplat. Oui, mais je trouve ça, je sais pas, ça m'a fait penser un peu à, enfin très loin quand même comme travail, à Fontana qui fait sa cisaille à la fin. Mais je pense que ça n'a pas, enfin je sais pas, on a dû donner beaucoup de sens différents à ses œuvres et ça m'a fait penser à ça. Et alors, pour moi, ça prenait un peu le sens d'essayer peut-être d'effacer la coupure aussi. D'effacer la coupure. La coupure. Et bien parce qu'en même temps, cette ligne, elle fait coupure ouais. dans votre peinture. Ouais. Mais à un moment, elle disparaît dans le dedans. C'est assez magique. Ouais, comme tu peux y voir aussi, si tu fais référence à Fontana, mais même sans lui faire référence à lui, moi j'ai l'impression d'une petite météorite là qui a disparu, quelque chose d'un peu cosmique quoi, qui vient par là et qui meurt dans la teinte. Oui, mais Fontana, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de plus coupé, Fontana. Hein, oui. C'est plus coupé. Oui. Non, mais c'est pas tellement sur la méthode utilisée, c'est le fait que le travail de Fontana, il parle de concept spatial quand il fait ça, si tu veux. Pour lui, il crée des percées de lumière dans la matité de la surface. Donc il renvoie à cette même idée de spatialité. C'est comme ça qu'il le définit, mais effectivement, tu as raison sur le fait qu'il lacère, mais c'est pas lacérer la toile au sens où on a pu l'entendre, c'est-à-dire de ne pas aller à l'encontre de l'unité du support. Il le voit comme quelque chose de complètement différent. Mais tu sais que ça a été un hasard, parce qu'il avait son tableau. Au départ, c'était un hasard, c'était son tableau, et puis je crois qu'il prenait le train ou le métro ou quelque chose comme ça. Donc, et ça fait le truc. C'est pas mal. Et c'est comme ça, je crois. Hein, c'est toujours une histoire d'accident, là. D'accident, ce qui explique ces coupures. Et je ne tombe pas dans l'histoire de l'art. Pour revenir à l'idée de la ligne qui vient questionner l'aplat, en fait, hein, qui vient perturber cet aplat, ça aussi c'est quelque chose qui a été initié dans la série qui est derrière, qui date de 2-3 ans avant. Donc l'idée avec ces aplats monochromes, c'était de questionner un petit peu qu'est-ce que c'est que cette surface d'un aplat, à partir de quel moment c'est un aplat, comment est-ce qu'il est circonscrit, est-ce que tous les bords sont droits, est-ce que le pinceau doit toujours être plein de peinture, est-ce qu'il peut y avoir une coupure dans cet aplat, est-ce que ça reste un aplat, donc en fait c'est une variante de la série précédente, avec l'idée de la couleur dégradée justement. Donc avec là l'inversion entre le dégradé du fond et de la ligne qui vient finalement créer un espace où la ligne n'existe plus à un endroit. La ligne d'Yvan, c'est une bonne transition pour passer à mon travail qui est linéaire. Donc je me présente, Jean-Michel Courade,
je n'ai pas une formation supérieure en art comme Yvan, mais je me considère comme un autodidacte qui a dessiné, peint toute sa vie. J'ai eu la chance d'avoir un enseignant au lycée qui était un écrivain, poète, critique d'art, Joseph Paul Schneider, dont j'ai suivi, qui était aussi collectionneur d'art. Donc j'ai eu la chance de rencontrer cet enseignant lors de mes études secondaires, et c'est lui qui m'a réconforté dans la pratique picturale. Alors effectivement, j'ai vécu en Belgique. Pendant 5 ans, j'ai fréquenté les écoles des arts communales, qui sont un héritage de la Révolution française, qui est resté très actif en Belgique. Et ma première exposition était au sud de Bruxelles, il y a déjà 25 ans. Et j'ai fréquenté ces écoles des arts, mais j'avais déjà une pratique picturale. Et je me souviens, un des enseignants me disait: mais Jean-Michel, tu suis en fait un mode opératoire. En fait, ton approche elle est très moderne. Et j'ai mon mode opératoire, je vais vous l'expliquer brièvement. Quand je commence un tableau, c'est le titre de l'exposition, Genèse de la forme. Je n'ai pas une idée de l'image du tableau final. Dans mon esprit, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de forme. En fait, la forme résulte d'un procédé, qui consiste à répéter un geste à l'infini sur une surface. Donc c'est une peinture répétitive, par superposition de couleurs. Donc il y a un travail sur la surface, et on peut assimiler mon travail au travail des peintres abstraits lyriques, du all-over, et aussi un travail sur la profondeur. Donc je vais en parler plus tard. Donc j'ai pris quelques notes, je m'excuse, je vais essayer de ne pas être trop long, parce que j'ai l'habitude d'écrire aussi sur mon travail pictural. Donc voilà, donc mon travail résulte d'un mode opératoire, d'un processus. Donc je suis passé à la ligne au début des années 2000, donc d'abord un travail linéaire, ensuite un travail sur la grille, et très récemment, ma peinture peut être assimilée à ce que les Américains ont appelé le pattern painting. Qu'est-ce que c'est que le pattern painting? La peinture à motif. À partir du moment où la forme est répétée sur une surface, la forme devient un motif. Donc, mais comme j'ai dit, c'est la structure, c'est l'enchevêtrement des lignes qui se superposent, qui peuvent créer des formes différentes. Donc on peut considérer que la peinture à motif, le pattern painting, est un prolongement logique de la peinture all-over, on citera Pollock, ou la peinture en gris d'Agnes Martin. Et la peinture en gris étant elle-même une extrapolation géométrique rationalisée de la peinture all-over. Et on peut dire aussi que ma peinture, je ne renonce pas à la couleur. Donc j'utilise toutes les couleurs, je suis un coloriste. C'est aussi quelque chose que je revendique. Et j'associe des couleurs en utilisant, je ne suis pas un tonaliste, j'utilise les règles de complémentarité des couleurs. C'est aussi quelque chose à laquelle je suis très attaché, parce que j'ai eu la chance de naître en Méditerranée, dans la vallée du Rhône, un ciel qui est balayé par le Mistral, des couleurs éclatantes. Je ne suis pas un peintre du nord de l'Europe, donc pour moi ça fait partie de mon histoire, et ça a formé ma vision du monde. Oui, une critique qui est faite à la peinture à motif, au pattern painting, c'est oui, elle est décorative, c'est décoratif, ça n'a pas de contenu. Et en fait, la peinture décorative n'est pas nécessairement ornementale. Si on pense à l'art islamique, c'est une représentation du monde. Il est d'un ordre religieux et philosophique élevé. Donc aussi c'est quelque chose auquel je suis très sensible, l'art islamique. Et aussi Denise est présente lors d'une exposition chez elle. Elle avait fait l'association avec la musique répétitive, puisque ma peinture est répétitive. Donc on peut penser à des compositeurs tels que Phil Glass, Steve Reich et Terry Riley, qui pratiquent la répétition, mais avec des variations. Donc, dans mes travaux, j'utilise la notion d'intervalle entre les lignes pour créer des décalages, des variations sur les motifs. Donc, si vous regardez certaines œuvres, vous allez tomber là-dessus. Voilà.
Voilà, en quelques mots, je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas être trop long pour la suite. Je tiens un journal, je l'appelle le journal d'un peintre, depuis toujours, où j'ai mes notes de lecture. Alors je vais vous lire quelques phrases extraits de mon journal de peintre. Dans des travaux plus récents, la ligne est plus étirée et laisse apparaître des transparences. Une structure serrée qui se superpose défait une structure déjà présente, reconstruit, ou tous deux qui s'imbriquent, s'enchevêtrent pour laisser filtrer la lumière. L'acte pictural mobilise la totalité de mon corps. Il est un geste de la main qui exerce une pression sur le pinceau, qui s'appuie sur le bras, qui se positionne, du corps qui fait face à la surface posée sur le chevalet. Le regard doit parcourir l'ensemble de la surface peinte. Chaque point de cette surface doit retenir mon attention. Quand je démarre une toile, je ne sais pas où je vais, mais comment j'y vais. À un moment donné, la direction m'est donnée par le tableau en gestation. Le premier passage du pinceau est un tracé. Le second, une glissade dans une ornière, confortable, déjà présente, mais qui peut être accentuée. À l'époque de l'accélération du temps, le propre de la peinture est plus que jamais de permettre une concentration du regard sur le champ visuel. Et là, je cite Bryce Mardell, qui est un peintre américain que j'apprécie beaucoup. Dans un tableau, plus on regarde, plus on voit jusqu'à aller au-delà de l'immobilité de sa surface, et l'on perçoit les pulsations de son temps intérieur. L'intériorité dont vous avez parlé, Yvan. Le temps de notre attention, le temps d'une image lente, la notion d'image lente qui réclame une contemplation. Toujours cette même force qui trace les lignes vers le bas, entre parenthèses, la gravitation universelle. Donc je peins du haut vers le bas et je laisse glisser mon pinceau. Être un peintre araignée qui tisse sa toile pour pouvoir attraper le regard de l'autre. Et là, je cite un auteur espagnol, Luis Martín Santos, qui est mort très jeune et qui a écrit peut-être un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature espagnole, qui s'appelle Tiempo de Silencio, le temps du silence, qui a été traduit en français. Donc, je cite un extrait de ce roman. « Tu peux dessiner autre chose, même si tu dessines mal. Tu es libre de choisir le dessin que tu veux faire, parce que ta liberté continue à exister, même maintenant et ici. Tu es un être souverainement libre, libre de dessiner n'importe quel dessin, ou bien de tracer un trait pour chaque jour qui s'écoule, comme d'autres l'ont fait avant toi. Et tous les 7 jours, un trait plus long. Tu es libre de faire des traits aussi longs que tu le désires, et personne ne peut t'en empêcher. » La ligne prend appui sur la bordure de la toile, comme si elle y prenait racine. Donc dans mes tableaux, vous verrez, si vous regardez les bordures, il y a toujours le début de la ligne. La ligne prend appui sur les bordures. Donc les bords des toiles ont leur importance. Donc je reprends la phrase. La ligne prend appui sur la bordure de la toile comme si elle y prenait racine, trouvait une vigueur qui lui permet de traverser la surface au fait. Le resserrement des lignes dans la composition crée des divisions, une multiplication des formes, une complexité qui me submerge. La liberté du tracé se soumet à l'effet visuel visé. La composition marquée par une justesse du rapport des parties à l'ensemble, une relation du tout aux parties, des parties au tout. Trouver le juste équilibre entre la structure frontale et la perspective, la profondeur. Confucius, je cite Confucius, ça va te plaire, Denise. Regarder et ne pas intervenir. Regarder le tableau, là c'est un peu un commentaire sur ton œuvre, et intervenir le moins possible. Chaque tableau est unique et doit m'imposer sa loi.
me dire au moment où tu dois t'arrêter. Si la structure de base repose sur les lois de la géométrie, la réalisation manuelle va permettre de dépasser les limites de la rationalité. Tu dois bien avoir conscience du comment, de ta manière de faire, et ne pas te préoccuper du pourquoi de ton obsession. Libérer la perception visuelle de ses habitudes pour donner naissance à un nouveau regard, donner à voir autrement. Ce que le peintre rend visible ne l'est qu'au sein du tableau. Le tableau complète notre vision du monde. La vision de près nous permet de voir les inflexions et les hésitations de la ligne, la présence de la main qui dessine au lieu de peindre. L'héritage irremplaçable de la peinture du XXe siècle, qui est avant tout rétinienne. On ne comprend pas la beauté, on la rencontre. Dernière page. Peinture optique, qui privilégie la perception au détriment de l'analyse du tableau. Mon chevalet est un métier à tisser la surface du tableau. La grille cartographie une surface à explorer du regard. Atteindre un équilibre entre les formes articulées, carrés et losanges, et entre les couleurs juxtaposées. Un jeune peintre doit trouver son angle d'attaque de la peinture et poursuivre sans savoir où cela le mènera. La ligne droite est la forme qui, par sa direction, vous met en mouvement. Elle divise la surface, délimite les formes qui agencent l'espace. Là, je cite la fameuse phrase d'Eugène Delacroix, « Le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil ». Chaque tableau exige sa ou ses propres distances d'observation. Il y a plusieurs lectures, perceptions possibles. Vous pouvez vous concentrer soit sur la grille des carrés, soit celle des losanges ou sur leurs relations. Il faut un certain temps pour parvenir à percevoir, déchiffrer le tableau. Voilà quelques extraits de mon journal. Voilà, je vous laisse le temps de poser des questions, de rebondir. Le micro est là, c'est quelqu'un. Tu as parlé du all-over, hein, ça me dit beaucoup d'ailleurs. Tu as un mélange de all-over, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bord, il n'y a pas de... Micro. On peut continuer à l'infini, on peut faire des kilomètres. À l'infini, c'est ça. C'est pratiquement, ça vient de l'expression d'ailleurs de Marc Tobé, de Marc Tobé. Mais le bien sous. Ça vient de l'expression de Marc Tobé qui, dans son écriture blanche, qui aurait pu faire des kilomètres, écriture blanche. Donc tu renvoies ton tableau, effectivement, tu as dit que c'était un all-over, c'est vrai, c'est un all-over. Mais aussi, si tu veux, on parlait tout à l'heure, je crois que c'est toi ou non, toi, qui parlait aussi de l'abstraction géométrique. C'est tout un mouvement. Et en fait, si on va par là, l'expression, l'abstraction géométrique vient après à la période de Mondrian. De Mondrian, il ne faut pas oublier le New York. Il aurait pu faire aussi les carrés qui partent toutes les villes de New York. Mais tu es quand même, tu es tout à fait moderne. Je ne me souvenais plus que je t'avais accompagné, enfin, dans l'expression que tu as fait à la maison, dans la galerie. Je ne sais pas, on l'avait accompagné avec de la musique de Philippe Glass. Ah oui, d'accord. J'allais t'en parler d'ailleurs. C'est exactement Philippe Glass, Stefan Neiman, etc. Tu es vraiment, non seulement dans la peinture moderne, vraiment moderne, mais aussi avec la musique moderne. Parce que c'est la musique maintenant, qui est la musique actuelle, la musique classique actuelle, est une musique répétitive. Et toi, tu as un tableau répétitif et c'est très bien. C'est très bien. Différent, de styles différents, mais qui ont beaucoup d'intérêt, et l'un et l'autre. Félicitations tous les deux. Et c'est très bien de les avoir mis ensemble, justement. Alors il va falloir quand même qu'on évoque, s'il vous reste quelques minutes, le travail des deux autres artistes. Ah, c'est magnifique. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire par rapport à Mondrian.
Oui. Tu sais, New York, les boogie woogie, qui sont ces compositions qui ont une dimension entre guillemets plus baroque, si on prend la grille néoplastique traditionnelle qu'on connaît, hein, les lignes noires comme ceci, avec les couleurs primaires. Et la question que j'aimerais bien te poser, c'est chronologiquement, les deux pièces qui sont derrière, est-ce qu'elles sont postérieures ou antérieures à celles-ci? C'est les plus récentes. Ça, c'est les plus récentes. Et celles au coin, là? Non, celles qui sont derrière, là. Non, c'est quelque chose que je fais en parallèle. Elles ont un côté baroque. Oui, parce que j'ai introduit le losange, du papier peint, donc c'est un travail que je fais en parallèle. En parallèle de quoi? Du travail sur toile. Et alors, quelle interférence il y a entre les deux? Oui, il y a certaines. Je pratique beaucoup le dessin aussi. Le dessin nourrit la peinture nourrit le dessin. Et le fait de travailler à partir d'un papier peint géométrique nourrit aussi le travail pictural. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir des travaux en parallèle comme ça, qui s'enrichissent mutuellement. Donc j'avais envie, parce que j'ai une fascination pour les carrelages, les textiles, tout ce qui est géométrique. Voilà, donc j'avais envie de les utiliser comme fond. Et comme mon travail par rapport au all-over, mon travail est aussi sur la profondeur. Et le fait d'utiliser des papiers peints, c'est un fond très visible que je fais disparaître progressivement en rajoutant des couches de lignes verticales, horizontales ou des diagonales. Donc ça m'intéressait aussi d'avoir un fond très présent, contrairement à un fond monochrome, parce que traditionnellement dans mes tableaux, ce sont que des fonds monochromes. Et là, j'ai pris une direction complètement opposée. Je pars d'un fond qui est très présent, de forme très visible, avec des couleurs derrière très visibles. Et c'était de voir comment mon travail de superposition peut dialoguer. C'était quelque chose de nouveau. C'est comme si j'ouvrais une nouvelle porte, pouvait dialoguer avec un fond très visible, très, très structurant. Parce que ce sont mes lignes qui vont se superposer, qui sont structurantes, qui vont créer la composition. Donc voilà, c'était une tentative. Et je trouve ça, je poursuis. Je ne connaissais pas. Là, je connaissais le reste, tu vois. Donc ça, c'est très bien. Et en parlant du all-over, l'exposition, ça va être l'exposition de 2024 chez moi. Oui, aura pour thème le all-over, justement, qui part de Monet, et qui va aller jusqu'à maintenant. Et ce seront différents artistes. Et moi, je vais être en troisième exposition avec photographie et peinture all over, en partant de Monet. Tu auras des monnaies? Pas une bonne assurance, hein? Non, mais ça c'est en photographie. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'invite tu dois peut-être la connaître, je l'ai connue lors d'une exposition chez Jean Vidal. Il avait exposé avec lui, tu connais son travail, Jean Vidal, il avait exposé Denise Lataste, qui est une personne qui est vers la Bretagne, etc., qui a fait des beaux-arts, etc., c'est très compliqué. Hein. Et donc, c'était d'ailleurs un petit tableau, et elle a présenté un tableau qui s'appelle Les Nymphéas, et qui n'a rien de nymphéas de Monet. Et ça va faire, si tu veux, le lien entre le Monet, photo et peinture, parce qu'en fait, moi, vous connaissez mon travail. Maintenant, je suis sur le minimalisme et je fais du all-over parce que mon peintre qui m'a marqué toute la vie, c'est Marc Courbet. Et ce que je fais, je pourrais en faire des kilomètres. Comme toi, tu pourrais en faire des kilomètres, si tu voulais. Tu vois? Et ce sera très intéressant de voir le travail de Monique Lataste et de voir aussi cette peinture qui n'a rien, qui s'appelle les Nymphéas. Les Nymphéas. Elle a fait les Nymphéas. On y sera, Denise. Voilà, alors je vous invite tous, comme je ne connais pas, je donnerai à Florine une invitation pour tout le monde, et ce sera quand même intéressant.
dire quand même quelques mots avant de Ah oui, ça, se c'est quitter. magnifique. Quelques mots sur les deux autres artistes, Vinça Monadé et Patrick Sauzet. Alors c'est bien, vous avez pu évoquer votre rapport à la ligne, ce fameux all-over, cette origine de l'art géométrique que tu situes au début du XXe siècle. Mais peut-être que Vinça Monadé et Patrick Sauzet, ils nous apportent quelque chose d'intéressant à rajouter dans la discussion, c'est que Vinça Monadé, avec ce travail assez remarquable, qui est quand même une espèce de présence extrêmement forte dans ses couleurs, qu'elle travaille au pastel sec, donc elle a vraiment une méthodologie sur papier arche bien particulière, donc elle travaille au tire-ligne, on a du mal à croire que c'est quand même du pur pastel sec. Elle nous renvoie finalement à un univers qui est peut-être un petit peu plus éloigné que l'univers de ces géométriques qu'on a pu découvrir au début du XXe siècle, puisqu'elle, en fait, elle est passionnée par la nature, et elle plonge véritablement dans la nature, et on va dire, dans ses visions quotidiennes, c'est ce qu'elle nous dit, même si on ne retrouve pas forcément l'identité de la nature, ce qu'elle aime dire, c'est qu'elle vit dans la campagne, elle vit au contact de la nature, et par exemple la découpe des champs, la découpe des prés, c'est quelque chose qui l'inspire beaucoup, et qu'elle va venir retravailler à sa manière, avec toujours cette idée de, vous voyez, c'est bizarre, c'est souvent dissocié, c'est coupé, à la fois c'est fragmentaire, à la fois c'est un tout, et elle le fait comme ça dans des tonalités colorées assez puissantes. C'est vrai qu'ils envahissent littéralement l'espace, au point quand on a monté l'exposition, mettre les 4 tableaux ici de Vinça Monadé, c'était pas simple d'organiser l'espace, c'était une évidence. Elle nous renvoie en fait à peut-être cette autre dimension importante dans la géométrie, c'est le côté très primitif de l'art géométrique, hein, de ses références à la géométrie, puisqu'elle cite évidemment tous ces tissus, tous ces motifs répétitifs qu'on a pu voir, hein, qui ont disparu. Elle parle également volontiers des premiers habitats primitifs, il y a une dimension de construction, de forme primitive. Elle évoque également sa passion, alors bizarrement pour les primitifs italiens, pour en tout cas cette force de la couleur qu'elle présente ici avec une association aussi avec un travail de sculpture qu'elle fait. Bon, il y a quand même une très forte présence, un goût pour la couleur en aplat comme ça. Et alors l'autre artiste qu'il faut évoquer, qui est quand même peut-être le plus surréaliste, parce que quand on lui demande de nous parler de son travail, il parle d'autre chose, il ne parle jamais de son travail. Et lui aussi, il a une histoire particulière. Il y a quelque chose aussi de très primitif. Vous voyez, ce sont les petits dessins qui sont positionnés le long du mur. Et derrière, c'est souvent des petits motifs. Il a beaucoup travaillé sur la feuille blanche. Il a une fascination pour la feuille blanche. En fait, il veut donner ses lettres de noblesse à la feuille blanche. Il a longtemps travaillé sur la feuille blanche. Il a un côté un peu va-t-en-guerre, Patrick Sauzet. Et son travail, c'est un peu un travail où il renoue avec une certaine simplicité du geste, avec une simplicité des formes, c'est un peu ce que tu évoquais, Jean-Michel, et il le fait avec une grosse économie de moyens, donc il renvoie au poète que tu as cité tout à l'heure, c'est-à-dire faire le plaisir de faire, de répéter des formes, et de se rappeler à une autre histoire, qui est une histoire en fait où à un moment donné, la création c'était un moyen de marquer aussi un territoire, c'était un moyen de se positionner par rapport à l'inconnu. Donc il est très tourné sur les croyances lointaines. Et il m'a parlé d'une expérience qu'il a faite où sa maman était couturière et il est rentré à l'intérieur du petit espace dans lequel elle stockait ses petites bobines de fil. Et en fait, il y avait des miroirs. Il y avait des miroirs partout. Et en fait, il est fasciné par le miroir. Et le miroir, ça renvoie à des expériences qui sont décrites par la science aujourd'hui, qu'on appelle les scintillations, où on imagine qu'on rentre dans une pièce où il y a des miroirs partout, au sol, au plafond, sur tous les côtés, qu'on a une vision démultipliée de soi-même, et lui le dit, mais il était gêné d'être là parce que ça lui bloquait sa vision en fait à tous les niveaux. Ça lui bloquait complètement sa vision. Et cette idée du miroir, pour lui, elle apparaît souvent dans cette dichotomie qu'on voit, vous voyez, les petits éléments. Et chez lui, pour résoudre cette problématique de sa présence au milieu de cet espace-là, il
les met à s'effacer. Donc en fait, il y a beaucoup de travail sur la transparence, il y a beaucoup d'effacement. Et c'est à la fois assez mystérieux, c'est à la fois des petites choses qui posent comme des totems, il appelle ça un petit peu des totems, comme ça s'est vu depuis la nuit des temps, hein, dans l'histoire, depuis le Paléolithique, le fait qu'il existe une tradition de schématisation de quelque chose qu'on emprunte au réel en permanence. Donc la schématisation, oui. Oui, je peux rebondir. Je veux dire qu'on est des artistes soi-disant abstraits, mais il y a la géométrie, elle est présente dans la nature. La ligne d'horizon, c'est une ligne horizontale. On est dans un paysage de montagne, les pics, les sommets, c'est des triangles, pas tout à fait équilatéraux, mais isocèles, où il y a des diagonales. Vous regardez la chaîne des Pyrénées, c'est une suite de diagonales. Vous traversez la forêt des Landes en train, vous allez avoir des milliers de troncs verticaux, c'est magnifique. Vous vous promenez dans une forêt ici dans la région, vous avez des châtaigniers qui ont des branches horizontales, donc il suffit de regarder la nature et je pense qu'on est entouré. Et alors, c'est dommage, j'avais envie d'amener la photo. J'habite dans la maison de vieille ferme, la maison de mes ancêtres ici dans le Béarn. Vous avez des vieilles fenêtres, c'est des fenêtres à meneaux, donc avec 4 vitrages, et derrière vous avez les barres de métal verticales. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils se levaient, ils regardaient vers l'est, parce que les fenêtres c'est vers le soleil, vers la lumière, derrière une grille. Donc c'était aussi la façon qu'ils avaient de voir, d'appréhender le lever du jour. Derrière une grille, il suffit de regarder par une fenêtre. Les fenêtres telles qu'elles étaient conçues étaient des grilles de lecture, étaient une ligne de mire vers l'univers. Donc tout ce que je voulais dire, c'est que l'abstraction, comme dit Alain Jacques, depuis tout temps, dans la production artistique, on a utilisé les formes géométriques pour un petit peu simplifier la représentation du monde. Ouais. On peut aller plus loin en disant que la schématisation de la nature qui conduit à une petite réduction de la forme, à une simplification de la forme, à un moment donné, dans certaines cultures, elle est en soi une géométrie. Si vous prenez par exemple l'art celte, qui remonte au premier millénaire, l'art celte, il va se répandre non pas comme une accumulation de motifs figuratifs, mais de purs motifs abstraits. Donc quand tu citais par exemple ton goût pour l'art de l'islam, bon, on sait que par définition l'art de l'islam est iconophobe, c'est un art qui ne peut pas représenter la figure. Eh bien, à un moment donné, contourner l'interdit a été un souci de fabrication de motifs. Bon, alors on pourrait reprendre la discussion avec Colette sur non pas l'idéogramme, mais ce qu'on appelle les idéographes. L'idéographe étant une sorte de petit alphabet de la nature qui va prendre une forme géométrique et qui est exploité, mais voilà, qui est exploité d'une façon... c'est presque... on a intitulé cette exposition « Jeunesse de la forme » pour souligner cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, cette dimension géométrique, elle est présente dans l'art depuis la nuit des temps. Et bon, après, si vous voulez vous passionner pour ces sujets-là, on sait où est-ce que sont allés les premiers philosophes qui considéraient que le monde lui-même était une construction d'ordre géométrique. Voilà, on peut s'arrêter là sur ces considérations-là, mais finalement ici on a des univers extrêmement différents, on a des rapports au monde extrêmement différents, mais on va avoir aussi quelque chose qui s'épanouit vraiment dans une continuité ancestrale et qui peut à un moment donné rebondir aujourd'hui dans des univers tout à fait contemporains, avec cette idée que tout ça est très, très chargé de spiritualité d'une certaine manière. Vous n'enlevez aucune spiritualité dans tout ça. Donc pour le faire simple, l'art géométrique finalement reste quelque chose qui est imbibé de croyances, imbibé de magie et de toutes ces choses-là. Voilà, c'était un premier exercice. Vous voulez rajouter quelque chose? Juste sur la ligne, dans les tableaux qui sont derrière, sur les miens, là, j'utilise le cordeau à tracer. On parlait de l'utilisation de la ligne depuis très longtemps. C'est un outil qui existe depuis l'Antiquité. Et qui pour moi est fascinant parce que c'est une ficelle, donc c'est une ligne molle qui, quand on la tend, donne une ligne parfaitement droite. Et je pense que ça a fasciné les premiers hommes aussi de trouver qu'on pouvait imprimer une ligne droite avec ça.
Et c'est pour ça que je l'ai finalement intégré à mon kit d'outils. Voilà, parce qu'il est une plongée dans la géométrie des siècles passés. En fait. Avec une petite particularité rétinienne, c'est que le cordeau, quand on le tire et qu'on tape, c'est une poudre en fait qui se répand. Et c'est un trait qui est droit, mais c'est un trait qui est flochetant, qui est pas, qui est, tu vois, qui est presque immatériel, qui est crayeux, qui est un peu immatériel. On vous laisse la parole. On clôt le chapitre. Jean-Michel, ce que j'aime beaucoup dans ta peinture, enfin, ce dont tu as parlé par rapport au temps, je trouve ça très intéressant par rapport à ta peinture. Le temps, il y a le temps qu'on passe, et puis il y a aussi, on voit bien qu'il y a une autre dimension qui n'est pas qu'une dimension d'espace. Enfin, je le sens comme ça. Oui, parce que le tableau, quand tu as une composition avec plusieurs éléments, plusieurs niveaux, il ne se livre pas dans l'instant. Donc il y a tout un travail de pénétrer dans la composition, d'observation qui est nécessaire. Merci pour ça. Vous avez ouvert beaucoup d'horizons, je trouve, parce que c'est vrai, on se dit au départ, oh, l'art géométrique, c'est ardu, etc. Alors là, vous ouvrez beaucoup d'horizons, je trouve ça super. J'espère que beaucoup d'autres personnes viendront voir vos œuvres. Merci, on est heureux de pouvoir faire ça. C'est bien. Merci beaucoup.